Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le jeudi 23 novembre, il est 14h09 et je suis, comme chaque jeudi, avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de trois sujets. On va commencer avec le moins drôle. Alors vous le savez, moi je suis pas extrêmement friand pour ces émissions de parler des faits divers, parce que déjà il y en a énormément, qu'on en parle pas mal à la télé et que à chaque fois on n'a pas grand chose de très intéressant à dire parce que les faits se ressemblent beaucoup, se répètent. On a souvent le même pattern, et puis parce que je n'ai pas forcément non plus envie que ces émissions soient particulièrement démoralisantes pour les gens qui nous écoutent. C'est pour ça que j'essaye quand même de prendre des sujets, alors parfois pas toujours très drôles, mais peut-être qui peuvent donner un petit peu d'espérance. Donc on va par exemple évoquer ou de joie de vivre. On va évoquer la victoire de Javier Milei plus tard. Voilà par exemple ce qui peut donner un petit peu d'espoir. Mais là, pour commencer cette émission, je voudrais parler de ce qui s'est passé dans la Drôme, particulièrement au village de Crépol. Donc ce 18 novembre, lors d'une fête du village, dans ce petit village de Crépol, qui est un petit village de 600 habitants de la Drôme, quoi. Le Normal. Village moyen, quoi, France périphérique. Donc il y a une fête du village et alors il y a une bande de jeunes de cité, une bande de jeunes racailles qui essayent de s'incruster à cette fête, et il se trouve qu'ils se font recaler de la fête. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être qu'ils étaient pas très beaux, en l'occurrence c'est le cas. Peut-être qu'ils ont été refusés simplement parce qu'ils étaient pas du village. On peut le comprendre aussi. Enfin, le principe de la fête du village, c'est d'être vraiment voilà, très très convivial. En fait, c'est pas de laisser tout le monde venir n'importe comment. Alors non content d'avoir subi du coup une injustice, j'imagine raciste, insupportable, ces gars-là se sont dit ah bah tiens, si c'est comme ça, on revient chez nous, on prend des armes blanches et on revient pour faire ce qu'on pourrait appeler un raid, une razzia, enfin voilà, on peut appeler ça de diverses manières. Et alors le résultat des comptes, c'est le suivant: il y a 17 blessés, dont 2 graves. Le videur s'est fait sectionner les doigts d'une main. Et il y a un jeune, Thomas, 16 ans, qui lui est mort ce soir-là. Et alors ce jeune Thomas, il fait vraiment penser en fait aux jeunes moyens du village, d'ailleurs plus village du sud-ouest. Il jouait au rugby. Voilà, un garçon bien. C'était donc un garçon bien. Il avait un certain embonpoint. Voilà, il jouait au rugby. Il devait jouer talonneur ou pilier. Voilà, c'est ça. Il aimait faire la fête avec les copains. De la part avec le rugby. Bah oui, tout à fait. De la part des témoignages de ses amis, il était plutôt gentil, rigolard, enfin bref. Thomas, c'est un peu ce fils ou ce petit frère de la France périphérique. On en connaît tous un comme ça, si on passe de temps en temps dans ce genre de village. Surtout du sud-ouest, mais enfin il y a différentes versions dans les différentes régions françaises. Mais voilà, ce profil du jeune Thomas, il nous parle parce que c'est un peu l'innocence même. C'est un type qui se demandait peut-être 2 heures avant de mourir quelle fille il allait emmener danser lors de cette soirée-là. Enfin voilà, c'est vraiment des faits qu'on trouve horribles à plusieurs titres et qui font vraiment penser à une attaque de barbares en fait, sur des jeunes Français qui avaient pas vraiment demandé quoi que ce soit. Et alors ce qui m'a vraiment interloqué, ils arrivaient de la ville voisine, ces gens? Oui, c'est ça, ouais, de pas très loin. Parce que pour qu'ils aient été chercher des armes, c'est qu'ils n'allaient pas être très loin. Oui, non, ils étaient pas très loin.
Mais d'ailleurs, ils habitaient pas forcément tous en cité. Il y en a qui étaient pas qui étaient pas forcément du même coin, mais c'était une bande de copains quoi qui se disaient ah bah voilà, on va et sans vouloir reposer de questions qui fâchent. On connaît l'origine ethnique de ce Alors genre-là. Justement, ils ont tous été interpellés et tous les gars qui sont interpellés, il y a quelques mineurs et il y a plusieurs adultes dans le lot, et ils ont tous des origines nord-africaines. Voilà. Et alors évidemment, ça, on pouvait le supposer dès le début, puisque on nous a fait comprendre qu'on ne connaissait pas forcément les origines des gars, mais que ça pouvait potentiellement être raciste de les révéler. Bon, ça veut rien dire. On sait que si on n'a pas révélé le nom, c'est qu'il y avait de bonnes raisons, quoi. C'est quand même. Voilà. Si c'était appelé Jean-Claude, on l'aurait su, quoi. C'est ça, exactement. On l'aurait su et l'info n'aurait pas été traitée de la même manière. Et alors, outre les faits qui Est-ce que les banlieues se sont révoltées? Est-ce qu'il y a eu une minute de silence à l'Assemblée? Ah bah justement, c'est un peu ça le truc, c'est qu'il y a pas eu d'émeute, il y a eu une marche blanche sans parti politique. Il n'y a pas eu de minute de silence à l'Assemblée nationale, contrairement à pour Naël. Et sur tous les plateaux télé, j'ai remarqué que la rhétorique de à peu près tout le personnel politique de centre gauche jusqu'à l'extrême gauche, c'est en gros on connaît pas tous les faits, on sait pas tout. Certes, il y a des témoignages qui sont d'ailleurs très concordants, des vidéos, voilà, et donc il faut pas en parler. Et que pour l'instant, le temps présent, c'est uniquement le temps de l'émotion, le temps du recueillement pour Thomas, et ensuite peut-être on pourra évoquer d'autres trucs. On pourra passer à l'oubli après. C'est ça. Le plus rapidement possible. On sait que ces gens-là veulent absolument éviter de parler des sujets qui fâchent, pendant que les Français peuvent être un petit peu en colère sur le moment. Et donc il faut absolument passer ensuite à l'étape d'après, après la colère, après l'émotion, pour justement dire que bah, finalement c'était juste un fait divers, que c'était pas très grave, et hop, on passe à autre chose, et en fait on n'évoque pas du coup les sujets qui fâchent. Et outre les faits qui se sont déroulés, pour lesquels du coup on éprouve évidemment de l'horreur, qui nous rappelle aussi tout ce que l'on nomme faits divers, qui se produisent en fait chaque mois, chaque semaine, parfois même chaque jour. C'est en fait le traitement de l'info vraiment qui relève de la très mauvaise propagande, c'est-à-dire que bon, pour qui veut se renseigner, toutes les infos sont là, hein. On peut se renseigner voilà sur internet. D'ailleurs, on se renseignera bien plus vite et bien mieux sur cette affaire sur internet que en regardant BFM TV. Mais du coup, justement pour le français moyen qui se balade en fait une demi-heure, une heure sur BFM TV, en fait on parle de rixes, on parle de bagarre, on parle d'une fête qui dégénère. Et en fait, ça veut dire qu'on met les protagonistes de chaque bande en fait à égalité. Or, ces termes suggèrent forcément une réciprocité des actions, une réciprocité de la violence, une réciprocité de la querelle. Mais en fait, il n'y a pas eu de bagarre ou de rixe. Il y a eu juste une espèce de horde de barbares sanguinaires qui sont venus avec des armes blanches pour en découdre. Et je trouve ce traitement de l'info absolument complètement dingue. Et c'est ce que vous dites très souvent, que ce soit dans ces émissions ou dans vos articles. Là, ça relève pour le coup du contrôle du logos. C'est-à-dire que même les termes, en fait, on ne peut pas donner les termes appropriés. C'est complètement dingue, je trouve. Et alors, bon, c'est une bonne remarque. Et alors, je recommande à ceux qui nous écoutent de lire le dernier livre de Bock-Côté. Vous savez que le gars de... Le totalitarisme sans le goulag, c'est ça? Le totalitarisme sans goulag, qui vient de sortir, qui est un livre absolument remarquable, que je suis en train de finir. Et il fait tout un développement qui s'applique parfaitement à ce cas-là, d'ailleurs, dans ses pages, sur le traitement de ces actes. Et il dit, on cherche à en faire des faits divers. C'est-à-dire, c'est comme un accident de voiture, c'est bien malheureux, il y a une victime. Et donc, toute la presse, enfin toute cette presse, se donne un mal de chien pour transformer ce qui sont des crimes en faits divers. Mais il dit, à la fin, tous ces faits divers qui ont les mêmes attendus, les mêmes résultats, les mêmes protagonistes, etc., ça décrit vraiment une série d'actions qui se ressemblent toutes. C'est-à-dire que ça devient plus un fait divers, ça devient
une forme de criminalité et qu'on peut assez facilement appliquer à une partie de la population française. Et donc, il dit cette il appelle ça diversification en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on essaie de transformer des crimes en faits divers comme une manipulation de l'information absolument extraordinaire. Ouais. Et je recommande ce livre parce qu'il explique très très bien ce qui est en train de se passer. Et là, c'est une des développements qu'il fait. Et je l'ai trouvé particulièrement intéressant, surtout à la lumière de ces événements. Donc, encore une fois, essayez de lire ce livre parce que, bon, j'aime beaucoup Bock-Côté. C'est un esprit qui a trop de pensées dans la tête pour lui la plupart des moments. Il déborde tellement d'idées qu'à certains moments, si vous voulez, il a du mal. Mais quand il est écrit, d'abord c'est très bien écrit, et ensuite c'est très bien construit. Son écriture est très bien construite, c'est-à-dire on voit très bien où il veut en venir, et c'est très agréable. Alors que parfois par la parole, ça fuse dans tous les sens, et vous dites où ils vont venir. Mais c'est pas grave, c'est un esprit puissant. Et donc, en effet, on trouve toujours la même chose, c'est-à-dire un désir de cacher la réalité des faits aux Français. Et il y a toujours à peu près 3 étapes dans ça, dans toutes ces calembredaines qu'on a racontées en français depuis bien longtemps. La première, c'est, on vous dit, ce que vous dites n'est pas vrai. Et puis ensuite, on vous dit, c'est vrai, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, on vous dit, c'est grave, mais on peut rien faire, c'est trop tard. Oui, tout à fait. C'est toujours les 3 étapes, dans le fond. Ça me rappelle, si vous voulez, les Allemands en 1940. On n'a pas peur d'eux, ils sont nuls. Non, ça se passe pas très bien, mais on a la situation sous contrôle. Et ensuite, il faut pactiser avec Pétain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est toujours les 3 étapes. La dernière étape étant toujours le renoncement à la liberté, à la dignité, etc. Donc, c'est une fois de plus, si j'ose dire, la France pétainiste, dont on nous dit qu'elle est à gauche, mais il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de gens qui ont servi chez Pétain qui étaient à gauche, qui étaient beaucoup plus que de gens qui étaient à droite, d'ailleurs. Et donc, encore une fois, cette espèce de lâcheté, et il y a un moment, je crois que c'était Bernanos, je suis pas sûr, qui disait que la tolérance à un certain moment, ça devient de la lâcheté. Et on a dépassé ce moment de façon extraordinaire. Tout à fait. C'est-à-dire que, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je vivais dans le sud-ouest, dans la région d'Auch, etc. Il y avait des fêtes de village. De temps en temps, les gars du village d'à côté venaient pour embêter les filles du village là, parce que c'était rigolo. Mais il y avait jamais, on se mettait quelques claques parfois aux fêtes de Bayonne. Mais ça n'était jamais sanglant. Il n'y avait pas d'armes. Oui. C'était des jeunes couillons de 18, 19, 20 ans, 16 ans, 17 ans, qui avaient un peu trop de testostérone, qui allaient se mettre des claques. Mais j'ose pas dire que c'était bon enfant, mais enfin, c'était pas... Personne ne prenait ça au sérieux. Les gendarmes n'avaient pas besoin d'être là. Tandis que si on doit avoir un cordon de gendarmes chaque fois qu'un village fait une fête, la vie va être de moins en moins drôle, quoi. Mais c'est effrayant, cette incapacité de voir quand les gens, c'est ce que disait Peggy, il faut que vous disiez ce que vous voyez. C'est-à-dire que la véritable liberté, c'est quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, vous devez le dire. Et ces gens-là ne veulent pas dire ce que tout le monde voit. Ouais. C'est quand même curieux. Même la citation de Peggy, c'est même il est difficile de dire ce que l'on voit, et plus encore, il est difficile de voir ce que l'on voit. Et eux, ils sont incapables de voir ce que l'on voit. Ouais. C'est quand même ils sont pas incapables, ils le savent. Donc, encore une fois, je trouve ça tout à fait extraordinaire, cette capacité qu'a la gauche, à mentir. Par exemple, j'ai reçu ici, à cette table-là, il y a à peu près 6 mois, l'homme qui a fait l'enquête et le livre, d'ailleurs, sur Copernic. Vous savez, la synagogue qui avait sauté juste à côté d'ici. Eh bien, donc, la gauche, dès qu'il y a eu la Copernic, a dit c'est l'extrême droite. Absolument, ouais. 3 jours après, tous les renseignements savaient que c'était des Palestiniens. Eh bien, la gauche était 6 ou 9 mois avant l'élection présidentielle où Giscard a été battu. Pendant 9 mois, la gauche a continué à dire que c'était
l'extrême droite qui était à l'origine de... Donc pendant 9 mois, Mitterrand, Jospin, tous les gars qui sont arrivés au pouvoir après, ont dit que c'était l'extrême droite en sachant qu'ils mentaient. Et donc, je trouve extraordinaire, même si on veut arriver au pouvoir, d'utiliser quelque chose comme le mensonge pour arriver au pouvoir en sachant qu'on ment. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils y croyaient plus du tout. Le Nouvel Observateur a fait je sais pas combien de numéros dessus et ils savaient que c'était faux. Mais ça n'empêche, ils ont pas arrêté de tirer sur... Donc ça veut dire que ces gens-là pensent au fond d'eux-mêmes que la fin, c'est-à-dire les buts qu'ils recherchent, justifient les moyens. Ils ont le droit de mentir. Mais ça nous amène à des sociétés impossibles. Ouais. Et d'ailleurs, on se rappelle, c'était aussi le cas pour 2012 pour Mohamed Merah. Ou le cimetière de Carpentras, c'était pareil. On se souvient pour Mohamed Merah, en gros, il y avait un désaccord entre les renseignements de Paris et les renseignements de Toulouse. Les renseignements de Toulouse pensaient dès le début que ça pouvait totalement être un islamiste. On se souvient que la traque avait duré à peu près une semaine. La traque du gars, et du coup il a encore tué, tout à fait. Pendant la traque, il a encore tué, et les renseignements de Toulouse du coup étaient plutôt sur la bonne piste, et les renseignements de Paris leur disaient non, cherchez plutôt du côté extrême droite, nazi, etc. Enfin voilà. Et du coup ça a fait perdre du temps à l'enquête, et donc possiblement à cause de ça, d'autres gens pendant la semaine sont morts. Dans les enfants. Tout à fait. Donc c'est cette capacité à mentir volontairement, parce que c'est exactement la caractéristique de l'idéologie. C'est-à-dire, dans le fond, je mets les gens dans des camps, je les martyrise, je les tue, mais ce qui est abominable, mais c'est bien pour le reste des gens. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est l'idéologie qui est utilisée pour cacher le crime et excuser le crime. Je ne suis pas criminel puisque je veux le bien de tout le monde. Ouais. Et ça, c'est la saloperie, ce que disait Aldous Huxley, dont tout le monde parle en ce moment, mais qui est tout à fait vrai. C'est l'homme n'est pas l'homme de ses fins, mais il est l'homme de ses moyens. C'est-à-dire, le fait que vous vouliez la bonté, la paix universelle, c'est très bien, mais si vous tuez tout le monde pour y arriver, c'est pas bien du tout. Ouais. Donc tous ces braves gens qui sont soi-disant comme objectif l'unité nationale avec tout le monde qui s'aime, si on a un groupe criminogène à l'intérieur de l'unité nationale, il faut nommer le mal. Ouais. Pour leur permettre de se guérir à eux, d'ailleurs. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que en fait, c'est limite à se demander si on préférerait pas que certaines chaînes d'infos juste ne parlent pas de ces choses-là plutôt que les traitent de la manière dont ils les traitent. Parce que, par exemple, pour Roselyne Bachelot, intellectuelle gigantesque devant l'éternel, le problème, par exemple, c'est l'organisation des emplois du temps à l'école. Je sais pas, peut-être elle pense que si on leur donne 2 heures de sport supplémentaires par semaine, ils ne commettront pas ce genre d'acte. Mais on déplace les moyens de réponse, mais complètement à l'opposé de là où ils doivent être normalement, parce qu'en fait on ne veut pas on arrive toujours à la même chose, c'est que dans les esprits de gauche, il n'y a pas de responsabilité individuelle, il ne peut y avoir de responsabilité que collective. Ouais. Donc comme l'homme est bon, si ces petites crapules vont essayer d'éventrer des pauvres gars qui leur ont rien fait, eh bien c'est que c'est la société qui les a amenés à cette façon de penser. L'embêtant, c'est que ça se passe partout et toujours. Donc, on a un vrai problème, c'est ce que j'ai souvent dit ici, mais que je vais répéter, c'est que dans le fond, les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est ce que disait Huntington dans la guerre des civilisations. Oui, c'est-à-dire que ils sont en guerre contre nous, quoi. C'est dans leur religion. Et là, comment dire, on ne peut pas, même si ça peut être dérangeant pour beaucoup de gens, on ne peut pas ignorer le fait, la dimension ethnoculturelle de la chose, parce que selon plusieurs témoignages concordants, il y a plusieurs témoignages concordants qui disent que il y a un des agresseurs qui a dit on est là pour planter des blancs, et sur une vidéo on entend un type hurler on va vous niquer bande de putains de Gouer qui signifie blanc également, et en fait là où c'est très difficile à évoquer comme fait pour
la quasi-totalité de la classe politique, c'est que pour une fois, on n'est pas sur un acte d'un déséquilibré, on n'est pas sur un acte terroriste, on est sur un acte d'un groupe qui en plus a été prémédité puisqu'ils ont le temps de revenir chez eux pour prendre des armes. C'est-à-dire c'est même pas quelque chose de purement spontané. Alors, ça a la été question qu'on peut réfléchi. poser, ces armes, c'était des armes blanches. Bon, Ouais. ça a déjà fait des victimes et c'est abominable. Mais imaginez que c'était des Kalachnikov. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, ça aurait été peut-être 20 fois plus sanglant. Non, mais je veux dire, c'est quelle est la différence intellectuelle entre aller chercher un couteau à la maison, parce que je sais ce que j'ai, mais si j'avais un Kalachnikov à la maison, je l'aurais pris, non? Ouais. Évidemment, c'est très inquiétant. Et c'est un peu, sans vouloir toute proportion garder, mais c'est un peu ce qu'on a vu en Israël avec l'histoire des gars qui ont pas passé les barrages et qui sont allés massacrer des gens. Eux, ils avaient des Kalachnikov et ils ont fait 1400 victimes. Hein. Alors effectivement, et évidemment, le nombre de victimes est pas du tout comparable, mais c'est-à-dire que le principe. Mais le principe, oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on isole en fait les vidéos que l'on voit des agressions des machins, proportionnellement aux moyens utilisés, c'est-à-dire des armes blanches, on pourrait estimer que ça faisait partie des attaques du 7 octobre. C'est-à-dire que c'est une scène qui, dans la volonté de tuer, dans la volonté violente, et on retrouve une fête où les gens similaire. rentrent et tuent tout le monde. C'est ça. Comme au Bataclan. Forcément, ils sont pas aussi... On trouve le Bataclan, si vous voulez, où il y avait des ouais. gens qui faisaient la fête, et puis il y a des gars qui arrivent avec des Kalachnikov et tuent tout le monde. C'est ça. Ben, c'est quand même curieux qu'on retrouve ce pattern de tout le temps, et qu'on nous explique à chaque fois que c'est un fait divers. Oui. Mais non, c'est pas un fait divers. Ou en tout cas que voilà, en fait, à chaque fois, on veut éviter de montrer, de trouver un terme pour dire que, en gros, les gars qui sont, il faut dire les termes, des Français de souche qui étaient à cette soirée, cette fête du village, se sont fait agresser par une bande de gars qui ne l'étaient pas, et qui se sont fait agresser parce qu'ils ne l'étaient pas. Et qui sont fait agresser parce qu'ils ne l'étaient pas. Parce qu'ils ne l'étaient pas. C'est pas simplement, ils passaient pas par là par hasard. Oui, absolument. C'est que ces non-Français de souche sont allés agresser des Français de souche parce qu'ils étaient Français de souche. Oui, c'est sûr. On peut tout à fait penser qu'ils l'auraient pas fait s'ils étaient de la même culture, de la même origine, quoi. Et ça, c'est très difficile à voir et à nommer pour à peu près tous les journalistes et toute la classe politique. Et c'est pour ça qu'on parle, du coup, on veut imaginer qu'il y a une réciprocité des actions. Voilà, c'est une rixe, c'est une bagarre. La soirée a dégénéré, sous-entendu, la soirée était déjà portait en elle, en fait, les germes justement de cette dégénérescence. Et comment dire, aussi on a tous les gauchistes qui viennent sur les plateaux télé pour en fait expliquer que oh là là, ils se font expulser des soirées à chaque fois à cause du racisme, etc. Que c'était peut-être une forme de légitime défense. Enfin bref, tous les moyens sont bons pour minimiser absolument ce qui s'est passé ce soir-là. Alors qu'en même temps, la seule solution, il y a eu Naël avant, et là il y avait tous les prétextes au contraire qui étaient utilisés pour vous le dire, c'est certain, c'est que les Français vont s'armer. C'est-à-dire que maintenant il y aura des fusils de chasse dans les soirées, quoi. Bah c'est pas du tout exclure, et c'est franchement, c'est franchement logique, puisque le principe, c'est que l'État est censé protéger les gens. Or, la police a du mal à être sur place partout, on peut l'imaginer, mais derrière, même la justice n'est pas du tout à la hauteur. Et on peut imaginer que les gars qui ont fait ça, les assaillants, vont prendre des peines extrêmement légères par rapport à la gravité de leur acte. Tout ça, il suffit de lire. Attendez, comment il s'appelle ce gars? Oberton, oui, tout à fait. Qui avait fait France Orange Mécanique. C'était quoi? C'était il y a 10 ans, moi. Oui, c'était ça, il y a une dizaine d'années, 2013. Une dizaine d'années, et il décrivait déjà ça parfaitement. C'est-à-dire, pour ceux qui ça ne dit rien, Orange Mécanique, c'était un film qui était sorti dans les années 70, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Où c'était le développement pour la première fois d'une violence gratuite et meurtrière, sans aucune raison. C'est-à-dire la violence pour la violence. Et on le voit partout maintenant en France. Et donc il disait, il y a 10 ans, écoutez les gars, on voit bien que ça se développe et que ça n'a pas fini de se développer. Donc on y est. Et on peut essayer de faire deux réponses. C'est
La première, c'est toute violence de cette nature est condamnable, et à ce moment-là, on rentre dedans et on met tous ces gars en tôle jusqu'à la fin de leur jour, pour leur apprendre à vivre. L'autre possibilité, c'est de dire cette violence gratuite trouve son origine dans un groupe ethnique différent, donc ce groupe ethnique différent est soumis à une surveillance particulière. Bon, c'est les deux réponses possibles policières. Mais on n'en donne aucune des deux. Mmh. On dit non, oui, on met sous le tapis. C'est la faute à personne. Oui. Et on va continuer à faire comme si de rien n'était. Et on va organiser une marche blanche, mettre des petites bougies allumées, et tout le monde sera très content. Ouais. Bon. Voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que derrière, la réaction des Français, elle est assez colérique. Et d'ailleurs, bon, même si les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux, et que c'est pas toujours représentatif de l'état d'esprit général des Français, puisqu'il y en a plein qui ne vont pas tellement sur les réseaux sociaux, je peux voir à mon échelle quand même un énervement assez généralisé. Ça fait beaucoup, il y en a maintenant. Ça fait beaucoup, oui. Ça fait quand même quasiment maintenant. Bon, il y a eu le professeur à Arras il y a quelques jours, maintenant il y a celui-là. C'est maintenant quasiment hebdomadaire qu'on a un truc comme ça, au moins. Oui, on se souvient, il y a un an, il y avait eu, un peu plus d'un an, il y avait eu aussi l'affaire Lola qui avait aussi pas mal. Tout ça finit, on se dit, mais c'est plus des faits divers. Non, ce sont pas des faits divers. C'est une forme de criminalité différente. La finalité, en fait, de faire croire que ce sont des faits divers, c'est en fait que vous ne voyez pas de lien, de pattern. Vous voulez pas faire le lien entre les faits. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des faits qui sont purement isolés, qui relèvent chacun de logique, de dynamique, d'explications tout à fait différentes qui n'ont rien à voir. Et du coup, il faut absolument pas, en fait, que vous vous disiez qu'on va mettre tous ces faits sur le même tableau. C'est l'histoire de pas d'amalgame, quoi. C'est exactement ça. Alors que, de l'autre côté, la gauche essaye de voir des systèmes absolument partout. Système de domination raciste, le petit était tué par le flic, là. Oui. L'amalgame a été fait tout de suite. Tout à fait. Là, c'était une criminalité policière parce que la police est naturellement criminelle. Voilà. Il y avait aucun raciste en plus. Et le raciste. Voilà. Donc, voilà. Donc, enfin, bref. On va pas parler des heures de ça, mais c'est un signe de plus. Et on attend, je veux dire, sans aucune impatience, mais avec une grande certitude, le prochain. Ouais. Ce sera dans une semaine, dans 3 jours, dans 6 jours. Il y en aura d'autres. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête puisqu'on ne traite pas les causes. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, ces faits qu'on appelle faits divers, ils arrivent évidemment très souvent. Là, j'en ai parlé parce que c'était d'une gravité et d'une violence. Mais il y avait eu deux jeunes filles qui avaient été tuées à la gare de Marseille il y a quelques années aussi comme ça. Oui, tout à fait. Laura et Morane, ouais. Tout à fait. Donc pareil. Donc il y a aussi un scoop off là. Vous avez 2 filles qui sont font des études à Marseille et puis elles vont prendre le train, elles reçoivent 2 coups de couteau, elles sont mortes. Bon, pourquoi? Ouais. Tout à fait. Et là encore une fois, ça parle aux gens parce que ce sont des jeunes filles qui sont parfaitement innocentes. On ne peut pas imaginer en fait un seul instant que en fait quelque part elles les cherchaient quoi. C'est quoi non. C'est-à-dire qu'on peut presque, on peut essayer de comprendre la violence si justement il y a une forme de réciprocité, s'il y en a un qui est violent, ne serait-ce que verbalement et tout. Que ce soit. Du tout, elles allaient prendre leur train. Voilà, exactement. Et là, pareil pour le jeune Thomas, on peut imaginer que à 16 ans, il l'avait pas cherché, quoi. Non. Donc voilà. Maintenant, pour repartir sur une note un petit peu plus positive, on va parler dans un premier temps des Pays-Bas. Donc le Parti pour la liberté, l'acronyme. Vous savez, c'est le blond là. Tout à fait. Le blond qui est gardé par la police depuis 10 ans. Il a un peu la coiffure de Trump à l'envers. C'est-à-dire, lui c'est plaqué vers l'arrière, alors que Trump ça va vers l'avant. Donc je sais pas exactement comment on prononce un Geert Wilders, qui est donc le patron de ce. Ce mouvement qu'il a créé en 2006, tout à fait, remporte cette élection qui, en fait, n'était il y a quelques semaines pas du tout en fait une source d'espoir pour lui et pour ce parti. En fait, il a surgi de manière tout à fait brutale dans les sondages à la toute fin, vraiment dans les derniers jours, lorsque les sondages étaient encore autorisés. Même d'ailleurs les tout derniers sondages qui lui donnaient des scores quand même assez satisfaisants n'étaient pas en fait à la hauteur des résultats réels. C'est-à-dire qu'il a remporté 23,5% des voix et donc 37 députés sur une assemblée de 150, ce qui signifie qu'il est d'assez loin
rejoint quand même le plus gros parti des Pays-Bas. Cependant, ça suffira pas du tout pour gouverner seul, hein, puisque j'ai dit il y a 150 places de députés, 150 sièges. Donc la majorité c'est 76. Donc pour aller de 37 à 76, il va être obligé de gouverner avec d'autres. Si d'ailleurs il arrive à former un gouvernement, ce qui est pas forcément évident, hein, en plus. Je suis certain qu'on va pas l'aider. Je suis certain qu'on va pas l'aider. Surtout que alors il y a l'ancien gros parti de gouvernement de centre droit, hein, celui de Mark Rutte, qui a eu quand même une assez grosse descente, qui a plus du tout autant de députés qu'avant, même s'il a quand même un certain poids. Et d'ailleurs le nouveau leader de ce parti, qui est une femme, s'était dite dans la campagne pas opposée au fait de s'allier justement avec le PVV. Donc on peut imaginer qu'il y aura déjà un gouvernement avec eux, et cependant ça ne suffira pas encore, et il faudrait encore intégrer d'autres forces politiques pour avoir une majorité. Donc ça va vraiment être pas évident. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la situation absolument désirable qu'on peut espérer que pour les 2 ou 3 ans qui viennent, la Hollande ne va pas avoir de gouvernement. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait eu en Belgique pendant 2-3 ans. Et en tant qu'économiste, je peux assurer les auditeurs là, que jamais la Belgique ne s'était portée aussi bien. C'est-à-dire que quand il y avait plus personne qui passait des lois, plus personne qui faisait rien du tout, d'un seul coup, une atmosphère de liberté a soufflé sur la Belgique, et ça marchait très très bien. Donc, le peuple, dans sa sagesse, a peut-être trouvé une façon d'élire des gens qui ne peuvent pas gouverner. Normalement, si on avait des gens normaux en France avec les élections qu'on a eues aux élections législatives, là, Macron n'aurait pas pu gouverner, tout le monde aurait été en train d'inaugurer des chrysanthèmes et on arrêterait les bêtises, mais malheureusement c'est pas, puisque nous on a une droite qui ne pense qu'à être la gauche de demain, quoi. Donc moi je trouve ça intéressant parce que je me dis tiens, on va peut-être retrouver dans une période où il va rien se passer, où il y aura pas de nouvelles lois passées, pas de nouveaux règlements, rien. Et par contre, les élections maintenant que je vais attendre avec énormément d'impatience en Europe, c'est les élections européennes. Ouais. Parce que si les partis comme ceux de Orban, et puis maintenant Geert Wilders, et puis ensuite les autres un peu partout en Italie, réussissent à faire plus de 50% des voix aux élections, globalement en Europe, c'est-à-dire si tous ces partis contre Bruxelles, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui sont contre l'organisation, on peut dire qu'à ce moment-là, toute la construction européenne perd toute sa légitimité. C'est-à-dire que déjà, ils sont pas élus. Madame van der Leyen, qui est une des personnes les plus corrompues qui ait jamais existé, n'a été élue par personne. Elle a des procès aux fesses quand elle était ministre de la Défense. Elle a toujours pas été jugée, d'ailleurs, ce qui prouve que la justice sait être lente quand il le faut. Donc, il me semble que si on pouvait... C'est pour ça que je vais dire aux gens, bon, je sais bien que les élections européennes ne servent à rien, mais cette fois-ci, vous devriez aller voter quand même. Ça va être amusant. Ça va être amusant parce que vous pourriez peut-être voter, mais voter contre tous les gars qui sont pour Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous signale que, par exemple, les soi-disant hommes de droite en France, le PR, etc., ils ont jamais voté un seul projet contre Bruxelles. Depuis le Parti républicain a toujours voté toutes les abandons de souveraineté, tout. Donc, ne croyez pas une seconde. Ils vont faire des grands cris en disant qu'ils sont contre Bruxelles. Mais là, ce sont des traîtres. Donc, il faut pas voter pour des traîtres. Votez pour qui vous voulez, mais pas pour ces gars-là. D'ailleurs, on se souvient, alors parfois c'est utilisé comme un contre-argument de la part de tous les européistes, justement, de dire ah bah vous êtes contre l'Europe, mais vous êtes bien content d'être député européen. Ah oui, mais enfin faut bien jouer le jeu aussi à l'intérieur du jeu. Pour, mais c'est pas parce que vous êtes député européen et PR que vous votez tous les textes présentés par Madame van der Leyen. Alors c'est toujours ce qu'elle a fait. Ils ont jamais voté une seule fois contre. Oui, c'est vrai. Donc, mais d'ailleurs, c'est leur grand parti européen, le PPE, qui a mis van der Leyen à la tête de la Commission. Bien sûr. À chaque fois, il s'allie avec. En fait, il y a en gros un énorme parti de droite, centre droit, et puis il y a les socialistes, et tout ça nous amène à désastre depuis. Et les deux énormes partis sont systématiquement alliés depuis le début de l'existence du Parlement européen. Voilà. Et ils marginalisent tous les autres. Donc, ce serait bien. Exactement. Il faut ramener ces deux partis à zéro, si on peut.
C'est ça, c'est un peu l'objectif. C'est la conséquence que je tire dessus. Parce que si un pays comme les Hollandais, qui sont sérieux, qui comptent leurs sous, qui sont pas les plus gais, qui sont des gens se met à voter Geert Wilders, ça veut dire que je sais pas, mais les Italiens, ils doivent être remontés comme des pendules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que Geert Wilders, c'était quand même elle faisait passer Madame Le Pen ou même le père Le Pen comme un doux, quoi. Geert Wilders, c'est un sérieux, hein. Ouais. Bon, après, il est tout à fait, je trouve, comparable. On peut tout à fait faire un parallèle entre lui et Marine Le Pen, je trouve, parce que, alors, les deux sont dans le paysage politique depuis un certain temps. Lui, encore plus longtemps que Marine Le Pen, d'ailleurs. Il a créé son parti, du coup, en 2006. Il est pour l'expulsion des illégaux. Il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Oui, c'est ça. Et en fait, alors là où c'était un peu inattendu, c'est que il commençait à stagner depuis un certain temps maintenant, depuis une dizaine d'années, à chaque élection. Il avait fait un très bon score aux élections européennes de 2009. Il avait fait 15%, devenant la deuxième force politique du pays. Mais après, il avait jamais vraiment transformé l'essai. C'est-à-dire 2009, on se dit, c'est quand même il y a un certain temps. Et à chaque fois, il stagnait quelque part entre 10 et 15% à chaque élection. Un peu comme le Front National. Un peu comme le Front National. Et voilà, sans même vraiment évoluer. Là où même, pour le coup, le Rassemblement National, quand même, à chaque fois, bon, c'est un peu lent, mais ça grimpe. Et lui, du coup, on s'attendait pas à grand chose finalement de sa part, et là il termine du coup premier assez largement d'ailleurs de cette élection-là. Et donc il avait quand même sur ces dernières années, je trouve il mettait un petit peu d'eau dans son vin. Il était vu comme très islamophobe. Il parle un petit peu moins de cette question-là, de l'islam. Je crois qu'il y a beau aujourd'hui aussi pour lui, c'est dans le fond toutes ces manifestations qu'il y a eu en Europe, par exemple en Grande-Bretagne. Les Hollandais historiquement sont très proches de la Grande-Bretagne. Vous savez ce qu'on dit toujours en plaisantais, c'est que les Hollandais sont des Allemands qui se prennent pour des Anglais, mais c'est pas faux. Ouais, et donc il voyait il y avait une manifestation en Grande-Bretagne, des millions de personnes, tous issus de l'immigration, qui étaient violemment anti-Israël et pour la Palestine. Et ils ont dû se dire, c'est pas ce qu'on veut. Je crois que ça a probablement eu un effet de cristallisation qui a fait dire aux gens, mais attendez une seconde, je partage pas les idées de ces gars, quoi. Bien sûr. Alors effectivement, je pense que ça a été un gros facteur déclencheur. Ça a été ces manifestations pro-palestiniennes. D'ailleurs, on peut voir assez facilement à peu près ce que le parti de gouvernement habituel de centre droit a perdu. C'est à peu près ce que le PVV a gagné. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y a eu une radicalisation express de certains électeurs de droite qui d'habitude ont pas forcément envie de se compromettre, on va dire, avec ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et là, effectivement, on peut le ressentir directement. Il y a depuis plusieurs années déjà, il y a aussi cette question de l'immigration, notamment du droit d'asile, hein, et j'y arrive plus. Et ils reçoivent tellement d'immigrés que la construction ne suit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez littéralement de terrain et de maisons pour loger tous ces gars qui arrivent. Oui, tout à fait. Ils ont et donc ça crée aussi des problèmes, ça a des problèmes immobiliers, des problèmes d'école, des problèmes Et la même chose s'est passée en Suède, où il y a eu la même chose, où ils ont reçu à peu près 10% de la population en très peu de temps venant de pays comme l'Afghanistan ou le Soudan, etc. Et là aussi, ils ont des problèmes majeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un pays comme le Danemark, qui est lui aussi à gauche, tout à fait, a pris toute une série de mesures pour n'accepter que les gens, par exemple, qui parlaient danois, quoi. C'était. Oui, tout à fait. Et donc, donc, on voit bien que même dans cette Europe social-démocrate du nord de l'Europe, qui commence avec la Hollande et qui termine, je sais pas où, mais ils arrivent à la conclusion que pour garder leur social-démocratie, il va peut-être falloir qu'ils soient un peu plus sélectifs dans leur. En tout cas, le Danemark, c'est déjà fait. Ouais. La Suède, ils y vont tout droit. La Suède, la semaine dernière, Hollande a l'air de se diriger. La Suède, la semaine dernière, a voté un texte qui, en gros, empêche les immigrés, sauf pour l'asile, mais qui empêche les immigrés de venir, ou ceux qui sont déjà là de rester, si leur salaire est inférieur aux 80% du salaire médian.
Donc voilà, c'est quand Ça même. veut dire que ceux par exemple qui travaillent pas, ceux qui travaillent pas, c'est sûr que c'est mort. Et même ceux qui travaillent mais qui sont peut-être au niveau du salaire minimum, ça va pas suffire non plus. Donc oui, venant des Suédois, c'est quand même intéressant parce que pareil, on en parlait quand l'an dernier cette majorité-là était arrivée du coup au gouvernement. Les Suédois, c'est quand même pas les mecs les plus énervés du monde et les plus impulsifs. Donc justement pour que les Suédois se mettent à faire ça, c'est que vraiment fallait y aller. Ils ont été obligés d'utiliser l'armée, hein, dans certaines de leurs à Malmö, etc. Il y avait des telles émeutes que la police il suffisait plus. Donc ils ont ce problème de l'ordre public qu'on retrouve un peu dans tous les pays où il y a une immigration massive. Donc la question, c'est est-ce qu'on est en train d'arriver en Europe à un seuil psychologique? Par exemple, il y a eu des manifestations monstres en Espagne aussi, où la manifestation, le thème de la manifestation, c'est « Nous sommes un pays chrétien et pas musulman ». L'Espagne, la dernière fois que j'y étais, ils n'étaient pas tous à la messe. Hein. Il y en avait un paquet, mais enfin, c'est plus ce que c'était. L'Espagne. Et donc, on se dit, mais il y a quand même une espèce de... Et le slogan d'Orban, c'est la première condition, enfin, le premier socle du gouvernement normand, c'est de dire, nous sommes un pays chrétien, point barre. Et donc, on sent venir petit à petit, je sais pas, une espèce de retour d'un appel aux racines. Ouais. C'est assez curieux. Et ces racines, curieusement, elles sont religieuses. Ouais, elles sont religieuses, donc, culturelles. Elles sont même beaucoup plus que culturelles, elles sont vraiment religieuses. C'est-à-dire que les gens disent, notre civilisation vient de cette religion, et si vous l'aimez pas, retournez chez vous, quoi. Donc, je me demande si on n'est pas en train de voir, vous savez ce que disait Malraux, c'est la tarte à la crème de Malraux, c'est le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et on est en train de voir réapparaître le religieux, même chez nous, sous forme subliminale, mais ça m'intéresse parce que je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, en fait, je pense que il peut y avoir un retour éventuellement du religieux, du chrétien dans nos sociétés, mais pas tellement par pure conviction, mais parce que justement vous voyez, évidemment c'est surtout les musulmans en fait. Voilà, vous en voyez plein, même ceux qui ne posent pas réellement problème en termes de violence, de criminalité, etc. On y voit quand même, que ce soit consciemment ou inconsciemment, une conquête de l'espace public. Vous voyez de plus en plus de voiles et de burqas dans la rue, etc. Et en fait, vous, même si vous êtes plutôt d'un naturel laïque, etc., vous êtes peut-être heurté parce que vous vous dites, mais mon pays, moi, je suis peut-être pas croyant, mais mon pays a quand même des origines chrétiennes, c'est quand même important pour moi. Et puis, c'est moi, ce que je dis, c'est ce que je remets dans mon bouquin d'ailleurs, c'est que l'extraordinaire différence du christianisme avec les autres civilisations, c'est qu'il y a une différence essentielle entre le péché et le crime. C'est-à-dire que le crime, c'est défini par la loi, et le rôle du gouvernement, c'est de s'occuper du crime et de l'éradiquer dans la mesure du possible et de le punir. Le péché, c'est défini par la morale individuelle, et le gouvernement n'a rien à dire. Or, cette différence entre le crime et le péché n'existe pas dans la civilisation musulmane. Oui. Tout péché est un crime. Et donc, vous vous dites, oui, nous, on a une différence. J'ai le droit, je sais pas, par exemple, pour la religion musulmane, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Bon. On vous jette du toit de l'immeuble le plus élevé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Hein. Et, nous, on a condamné l'homosexualité pendant des siècles, mais ça fait un petit moment que, on les laisse bien tranquilles, quoi. Oui, et puis je veux dire, il y a... Moi, mon jeune frère était homosexuel, j'aurais pas aimé que quelqu'un le jette du haut du toit, quoi. Ouais, bien sûr, mais il y a aussi une différence fondamentale aussi entre une condamnation, on va dire, d'ordre moral et une condamnation d'ordre purement physique, c'est-à-dire, je sais pas, la lapidation ou la peine de mort ou le fait de jeter du haut d'un immeuble. L'homosexualité, c'est dans le fond, je fais ce que je veux avec mes cheveux, très bien. C'est en effet là où mène la civilisation chrétienne, une responsabilité individuelle totale, mais si vous êtes dans une société qui ne pratique pas ça, vous faites massacrer.
au nom de la religion. Donc, c'est quand même une différence essentielle. Et on sent très bien que cette religion musulmane veut, par exemple, dans notre religion, le crime de blasphème n'existe plus. Il a été supprimé par la Convention de 1793 et il n'a jamais été rétabli. Or, dans la religion musulmane, ils demandent à ce qu'on rétablisse le crime de blasphème. Ce qui pour un Européen paraît une histoire de fou, quoi. Ouais. Donc vous avez une vraie différence, puisque nous faisons la différence entre péché et crime, et qu'eux, ils la font pas. Et donc, bah oui, en effet, ça colle pas du tout, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est pas compatible. Effectivement, vous en parliez, c'est intéressant ce qui se passe en Europe, parce que c'est pas du tout des phénomènes isolés. Et alors, ça fait déjà plusieurs années que certains... Et c'est pas de droite ou de gauche, parce que par exemple, la protection des femmes ou des homosexuels, c'est des valeurs partagées, on censé être partagées. Pas censé parler, mais je veux dire, autrefois, c'est la gauche qui a poussé pour que les femmes soient... Non, mais voilà, alors, d'un seul coup, ils disent, mais non, il faut revenir maintenant, on a le droit de taper sur l'homosexuel. Bah, attendez. Ouais. Alors, effectivement, bon, le mouvement de résistance par rapport à tout ça se situe quand même plus souvent à droite, mais effectivement, bah, par exemple, au Danemark, c'est les sociodémocrates qui font le boulot. Des gauche, oui. Et ça, on le voit dans énormément de pays d'Europe. Évidemment, on le voit en Italie, on le voit en Espagne. En ce moment, les amène à se poser la question, qu'est-ce que c'est d'être de gauche? Est-ce que c'est de favoriser le choix individuel au maximum, ce qui est ma conception de la gauche? Ça semble pas être le cas aujourd'hui. Ou est-ce que c'est la protection des minorités qui croient des choses idiotes? Est-ce que c'est parce que c'est une minorité? Est-ce qu'elle a le droit de croire qu'on a le droit de casser les homosexuels? Ben, je crois pas. C'est pas parce que le fait qu'elle soit une minorité ne lui donne pas ce droit. Vous voyez, donc est-ce que le fait d'être une minorité l'emporte sur le fait de pas caillasser les homosexuels? Il semblerait que à gauche, certains, ou en tout cas à l'extrême gauche, oui. C'est là qu'est le vrai problème. Oui, effectivement. Effectivement, bah là pour le coup, on le voit très bien en France. Le clivage, il est vraiment sur cette question-là par rapport à l'immigration, par rapport à l'islamisation, etc. Le clivage politique est vraiment situé là-dessus. Les Irlandais en ce moment sont en train de gueuler, pareil, sur la question du droit d'asile. Les Suédois ont élu leur gouvernement de droite et de droite radicale l'an dernier. Il y a encore la Pologne. La Pologne change de majorité. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas toujours pas de gouvernement. Hein. Oui, et elle reste quand même évidemment très très conservatrice. Ça reste un pays très conservateur. La Hongrie, pareil. Même les Allemands semblent se poser 2-3 questions par rapport justement à l'immigration. Il y a qu'un immigré sur 5 qui est arrivé au moment de l'affaire de Syrie avec Madame Merkel et tout, qui accueillait le monde entier. Il y en a qu'un sur 5 qui travaille. Et pourtant, il y a quasiment le plein emploi. Donc, on est dans une civilisation maintenant qui non seulement considère certaines minorités de façon privilégiée, mais aussi dans lequel une grosse partie de ces minorités ne sont pas soumis au travail. C'est pour ça qu'ils ont fait cette législation en Suède. C'est pour justement faire en sorte que tous les immigrés soient au moins au travail, quoi. Voltaire avait une formule magnifique. Il disait le travail, c'est ce qui évite l'ennui, le vice et la pauvreté. Oui, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous évitez l'ennui, le crime et la pauvreté. Je trouve que c'est... Je pense que c'est assez vrai. Gauche, pourtant, je suis pas un grand fan de Voltaire, mais je trouve que c'est assez vrai. C'est une belle formule de gauche. Effectivement. Je trouve ça au point. Oui, effectivement, normalement, la gauche, c'est censé être le travail, non? C'est censé être oui, tout à fait. Et aujourd'hui, la gauche vous parle de droit, de droit à l'ennui, de droit à l'oisiveté, de droit à rien foutre, quoi. Et ils veulent en fait qu'une minorité d'ultra travailleurs staccanovistes qui font des dizaines de milliers d'euros en fait payent pour ceux qui vont rien foutre et rester devant leur PlayStation toute la journée, parce que fondamentalement c'est ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire, les gars qui travaillent pas, ils vont pas écrire des livres ou contribuer à la vie intellectuelle. Il y en a peu qui se transforment en Baudelaire. Voilà, c'est ça. À la limite, ils vont juste rester aujourd'hui avec la technologie et les moyens en fait de passe-temps d'aujourd'hui. Il y a peu de chances qu'ils ressortent quelque chose de grand de cette oisiveté.
Pour clôturer cette émission, pour clore cette émission, on va évoquer quand même la victoire de Javier Milei, puisque la semaine dernière, on en avait parlé en essayant de faire des prédictions, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va pas gagner. Au final, 56% quand même, hein. C'est une belle majorité. C'est beaucoup mieux que Macron. C'est beaucoup mieux que Macron. En tout cas, c'est très comparable au score de Macron contre Marine Le Pen, quoi. Donc, c'est-à-dire contre le diable de la République. Donc là, quand même assez large victoire. Son opposant s'est assez rapidement incliné, parce que même quand tout n'était pas dépouillé, on savait déjà qu'il avait gagné, tellement c'était énorme comme victoire. Ça fait plaisir aussi de voir une élection sur le continent américain où là il n'y a pas eu forcément des bourrages d'urnes, un vote par correspondance qui arrive un peu sur le tard, où on se dit qu'est-ce qui se passe, etc., comme ce qui s'est passé en 2020 aux États-Unis, et comme possiblement il se serait passé aussi l'an dernier en 2022 au Brésil, hein. Il y avait eu des manifestations monstres. Oui, surtout dans les départements du nord du Brésil, là, dans les États du nord du Brésil, voilà, qui sont quelques suspicions, quoi. Parce que la majorité des États étaient pour Bolsonaro, et puis il y a celui-là qui est assez peuplé, où il y a eu d'un seul coup une très grosse majorité. Mais comme disait Staline, ce qui compte, c'est pas la façon dont les gens votent, c'est qui compte les votes, quoi. C'est toujours pareil. Effectivement. Là, il y a peut-être eu un petit coup de pouce donné à qui compte les votes. Voilà, peut-être. Et donc, mais là. Pas en Algérie, pas en Argentine. Pas en Argentine, je pense pas. Là, effectivement, c'est une victoire très claire. Donc l'idée de base, c'est qu'il va couper. Il va couper tout ce qui sert à rien. Ouais, il va garder 8 ministères, je crois. 8 ministères, et il va couper tout le reste. En France, on supprimait je sais pas, une partie des ministères qui servent à rien, il y en a un paquet. Puis ensuite, toutes les hautes administrations, tous les grands conseils, tous les machins qui servent à rien, dans lesquels on met les gars pour qu'ils puissent couler des jours heureux, que dans toutes les administrations, par exemple, je sais qu'à la maison de la radio, là, il y a au dernier étage, là, ce qu'on appelle, ce que je racontais tout à l'heure, mais l'allée des mélèzes, c'est-à-dire tous les gars qui ont eu des postes importants dans la maison de la radio, puis il y a un changement politique, ils ont été virés, mais en fait, on leur garde un bureau, une secrétaire, un salaire, une voiture de fonction, etc. Et donc, tout le dernier étage, c'est il paraît-il, ce qu'on appelle l'allée des mélèzes, je sais pas si c'est vrai, je dis peut-être des bêtises, là, c'est ce qu'on m'a raconté. Donc, vous avez un poids mort, par exemple en France, de gens qui ne font rien d'utile, qui sont payés par nos impôts, que si d'un seul coup, on pouvait virer tous ces gars-là et baisser les impôts sur les autres de 40%, vous vous rendez compte ce que ça ferait ? Ouais. La France explose. Énorme, ce serait incroyable. La France explose. Ouais. Oui, je pense que là, Enfin, elle explose vers le haut, quoi. Oui, vers le haut, oui. Je pense qu'en 10 ans, on peut devenir la plus grosse économie européenne. Enfin, mais en 5 minutes, parce qu'on est bien meilleur que tout le monde, j'ai pas le moindre doute là-dessus. Mais malheureusement, on a des gars qui ont fait de longues études qui nous gouvernent. La France a un peuple incroyable, malheureusement, elle a des études débiles, parce qu'il y a plus de rapport entre le peuple et les élites. Ouais. Et là, je vais dire quelque chose, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, sur les gens qui nous gouvernent. En France, ils viennent tous, HEC, Polytechnique, etc., ils viennent tous, ou quasiment tous, de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent en cercle clos, qui n'ont plus aucun rapport avec le reste du peuple. Et il y a une méthode de sélection qui a fait qu'il n'y a plus qu'eux qui arrivent là-haut. Et ils sont incompétents, ils sont égoïstes, ils sont corrompus, ils ont tout ce qu'il faut, mais on ne réussit pas à s'en débarrasser. Ouais. Par exemple, si Macron s'en va, on va se payer Édouard Philippe. Ouais, ou un autre, quoi. Mais vous dites, mais enfin, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, comme oui, c'est pareil. C'est la même chose. Il pourrait mettre Fabius ou Juppé, ce serait pareil. Ouais, je veux dire, on a déjà donné. Édouard Philippe, il n'a pas encore de casier judiciaire, mais ça va peut-être Édouard venir. Philippe, c'est un clone d'Alain Juppé avec 30 ans de moins, quoi. C'est la même chose. Oui, et puis à peu près aussi excitant, aussi intéressant. Alain Juppé, c'est quand même aussi capillairement garni aussi. Aussi capillairement garni. Et puis avec cette espèce de manque incroyable, vous vous demandez ce qui leur donne de la manque parce qu'ils n'ont jamais rien fait d'utile. Donc pour moi, cette nouvelle qu'il y a un homme politique qui arrive, qui dit on va vous virer, un grand coup de pied dans les fesses. Déjà, je trouve que ça met du poil aux pattes aux gens. Moi, je me sens mieux. Oui. Donc je me dis, si les Argentins réussissent à virer la moitié de leur personnel politique corrompu qui servent à rien,
Ils ont quand même un beau pays qui a d'immenses ressources. Bon, ils vont essayer de se mettre avec le dollar, mais ça durera quelque temps. Mais dès qu'ils seront à peu près bien gérés, ils pourront faire à nouveau leur monnaie. C'est l'objectif, oui, tout à fait. Ils reprendront une... Là, ils vont se mettre sous l'égide du dollar, mais ils restent souverains. Ils peuvent tout à fait réimprimer une monnaie à un autre moment. Dès le moment où le dollar font n'importe quoi, que ça leur plaira plus, ils remettent le peso. Ouais. Mais... Encore une fois, et ça correspond à quelque chose d'intéressant, c'est que nous, dans mon vrai métier, on suit d'assez près ce qui se passe en Amérique latine, et vous avez toute une série de pays comme le Brésil, le Mexique. Par exemple, le Mexique, on nous avait expliqué que c'était un fou d'extrême gauche qui arrivait, que c'était un fou président, et dans l'histoire du Covid, c'est un des seuls qui n'ait pas attaqué les libertés individuelles. Mm-hmm. Donc, quelque part, au Mexique, ils ont des problèmes énormes avec la drogue, les cartels, etc. Mais l'État mexicain n'a pas outrepassé ses pouvoirs pendant toute l'histoire du Mexique. Et puis ça marche assez bien, leur monnaie monte, enfin bref. Ils réussiraient à se débarrasser du cartel. Le Mexique, c'est un pays où il faudrait aller, parce qu'ils vont boomer. La Bolivie va bien, la Colombie va bien, le Pérou va bien. Maintenant, si l'Argentine et le Brésil se mettent à aller bien, il restera quelques pays cinglés au milieu. Ouais, on parlait aussi, on a parlé il y a quelques mois de l'exemple du Salvador aussi, avec ce gars qui a mis tous les cartels en prison. Ouais, ça aussi, c'est un exemple assez impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, il n'y a plus aucune criminalité. Donc, on voit bien que il commence à y avoir partout dans le monde une montée de ce que les gens de gauche ou libération appellent le populisme, mais qui est un mouvement profond du peuple pour qu'on cesse de le prendre pour des cons. Mmh. Moi, je trouve ça extraordinairement intéressant. Et la première des choses que je ferai dès que les Français m'ont nommé président de la République, qui ne saurait tarder, c'est que vous supprimez toutes les subventions à la presse. Il n'y a aucune raison que Libération existe s'ils ne peuvent pas vendre leurs journaux. Moi, personne ne nous paye, je tiens à le dire. Je suis prêt à être acheté, c'est ce que je me tue toujours à dire aux gens, mais personne ne se propose jamais. Tout le monde prétend qu'on est acheté par un tel ou un tel. Un coup c'est les États-Unis, un coup c'est la Chine, un coup c'est la Russie. Maintenant, on aimerait bien. On aimerait bien, mais donc si vous connaissez le numéro de téléphone de l'ambassade de Chine ou on est prêt à recevoir des enveloppes. Voilà, faut le dire. On n'a jamais rien reçu. On n'a jamais rien reçu. Je trouve ça scandaleux. Alors que je suis persuadé que Libération et Turc reçoivent des enveloppes de tout le monde. Je rentre à l'Institut des Libertés. Toutes les semaines, il y a des lettres différentes de gens qui vous demandent de l'argent. Il y a jamais des lettres de gens qui nous envoient de l'argent. C'est quand même dingue. Il y en a quelques-uns. Parfois, il y a toute une série de gens qui envoient 25 €, tout ça, qui sont très gentils. Et je les en remercie. Mais non, moi, ce qu'on aimerait, c'est compte tenu de l'immense influence que vous et moi on a sur la marche de ce pays, que les gens essaient de nous acheter pour qu'on influe, quoi. Un minimum, quoi. Il y a un minimum. D'abord, ce serait de nous respecter. Moi, je trouve pas convenable qu'on n'essaye pas de nous acheter. Oui, au moins essayer, quoi. Au moins essayer. On pourra dire non, parce que, mais c'est disait. Je trouve qu'effectivement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect complet pour le travail qu'on fait. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Alors moi, je voudrais terminer sur un truc très important que les gens ne savent pas. Vous savez qu'il y a une grande fête aux États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Oui, tout à fait. Et vous savez que c'est aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, au moment où on fait ce truc, c'est le jeudi. Ouais. C'est le 3e jeudi de novembre. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, vous savez d'où ça vient, Thanksgiving? Je vais donner ça parce que la plupart des gens ne savent pas. C'est que les colons, quand ils sont arrivés, les 2 ou 3 premières années, ils ont fait ce qu'avaient fait les chrétiens dans les Actes des Apôtres. Ils ont vécu en communisme. C'est-à-dire que tout le monde travaillait, puis ensuite chacun prenait son s'il avait besoin. En fait, c'était un monde communiste. Et ils ont crevé de faim. Il y a eu des famines pas possibles. Il y en a la moitié qui sont morts, etc. Puis alors, au bout de 2 ou 3 ans, le patron, qui était un lord anglais, je crois, a dit, bon, écoutez, ça va bien, les gars, maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner à chacun un sac de semences, à par famille, et démerdez-y. Ensuite, on distribue plus rien. C'est à chacun de se cultiver de la terre qu'il a, de faire pousser ses trucs, de faire ses réserves et de se débrouiller pour passer l'hiver. Et ça a été l'abondance immédiatement. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que la fin du Thanksgiving, la fête de Thanksgiving, c'est la fin du communisme aux États-Unis. Ils ont essayé pendant 3-4 ans, ils sont tous morts de faim, et ils se sont dit, donc, les gens ne savent pas, mais quand vous faites Thanksgiving, c'est-à-dire vous remerciez Dieu de ne pas imposer le communisme et la partage. Il n'y a rien de tel que l'égoïsme pour que les choses marchent bien.
Moi, je trouve ça au poil. Bah oui, tout à fait. Oui, effectivement, je connaissais pas cette origine. Celui-là, c'est une réalité. Non, hein. effectivement. C'est pas une blague. Hein. D'accord. C'est dans le fond, il n'y a de salut que dans ce que disait La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Voilà, donc, le gouvernement t'aidera, c'est pas une bonne... Ouais. Et ce qui se passe en Argentine, c'est qu'ils ont eu le gouvernement t'aidera, ils sont pauvres comme Job. Ouais. Donc c'est peut-être c'est le Thanksgiving argentin où ils abandonnent le communisme imbécile. Et d'ailleurs, on a tout un tas d'étatistes français qui ont Ils sont exprimé très leur dépit, en disant oh là là, regardez comment l'Argentine va sombrer dans le tiers-monde, etc. Mais bon, pour l'instant, ça fait 40 ans qu'elle sombre. Pour l'instant, le tout premier bilan, avant même qu'il soit président en exercice, c'est que la bourse de Buenos Aires a monté d'un coup dès l'annonce de 27%. De l'élection de 27%. Ouais, c'est un truc complètement dingue. Vous pouvez le voir, hein, vous pouvez aller, je sais pas, vous pouvez aller sur Google, regarder bourse de Buenos Aires, et si vous regardez sur la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, vous pouvez voir d'un coup, hop, le boom, le jour de l'élection de Javier Milei, d'un coup, hop, plus 5, 6, 7%. 27. Oui, 27, elle est montée d'un quart, boum. Ouais. Non, c'est assez impressionnant. Donc pour l'instant, en tout cas, pas de mauvais. Le partage, c'est dans le fond de prendre à celui qui bosse pour donner à celui qui bosse pas. Ça marche rarement. Ouais. Et l'égoïsme, ça marche. En tout cas, l'individualisme. Bah écoutez, on va terminer quand même sur cette note un peu positive. Après avoir évoqué un sujet plus compliqué en début d'émission, on ressort quand même sur une note d'espoir, une double note, que ce soit pour les Pays-Bas, mais surtout pour l'Argentine. Il faudrait que les Français aussi commencent à monter comme un petit peu, commencent à agacer comme les Hollandais, les Suédois, tout ça. Qu'il y ait une peut-être ça va se passer, ça peut arriver. Il faut pas perdre espoir. C'est pas parce que vous perdez 4 fois ou 5 fois ou 6 fois d'affilée que la 7e fois vous allez encore perdre. Parfois, la victoire est au bout du long tunnel. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ce qui se passe en tout cas, ils Argentine. ont complètement perdu le magistère intellectuel. Plus personne ne pense qu'ils cherchent le bonheur de l'humanité, qu'ils vont y arriver, etc. Tout le monde les prend soit pour des gros cyniques, soit pour des gros crétins. La gauche. C'est quand même un peu triste. Ouais, effectivement. Eh bien, nous terminons cette émission là-dessus. Je vous remercie pour votre attention chaque semaine, chaque émission. Comme à chaque fois, je précise que ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer et sur Spotify. Et bien, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Encore une fois, n'oubliez pas d'acheter La Vérité vous rendra libre. Qui est derrière là. Et n'oubliez pas aussi d'envoyer à Emmanuel ou à mon petit camarade ici présent, si vous avez des idées, vous savez, pour les petites 10 minutes que je fais en regardant la caméra, si vous avez des idées que vous voudriez voir traitées comme ça en 10 minutes, vous me les envoyez parce que moi je vais être à court d'idées assez vite. Effectivement. Donc oui, voilà, envoyez vos suggestions pour les histoires de l'oncle Charles, hein, comme on dit sur les vidéos. Et sur ce, eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.